Le 29 septembre 2023, l'État ivoirien a procédé à l'ouverture de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales au Parc des expositions 6 à Port-Bouilly. Cet espace est donné aux pays, grandes entreprises, PME et start-up pour échanger, discuter et vendre leurs différentes entreprises. En participant au SARA, c'est de, chercher à promouvoir d'abord notre culture et de deux, faire savoir à l'opinion nationale et internationale que nous avons aussi des plantes médicinales aussi qui encore existent pour aider la santé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de bio. On a aussi le côté bio en matière de médecine naturelle. Aujourd'hui, nous sommes au SARA. Nous y étions depuis le premier jour et je vous assure que pour nous, les agrotransformatrices et également les PME, nous avons reçu assez d'opportunités d'affaires. Nous avons rencontré des partenaires, nous avons eu des personnes, des clients qui sont venus d'ici et là, des 4 coins de la terre et qui sont venus pour prendre contact avec nos produits. Plusieurs entreprises venues de l'Afrique présentes à cette édition du Sahara veulent se positionner comme des entreprises aux solutions efficaces et locales à nos problèmes agricoles. Il y a un engouement autour de l'agro-business parce que l'Africain a pris conscience d'une chose, c'est de consommer des choses venant de chez lui, des choses produites sur son sol, des choses transformées sur son sol. Donc une fois cette conscience prise, ça devient une opportunité pour nous, entreprises, qui se spécialisent dans ce domaine, de proposer des produits vraiment innovants, mais aussi des produits de qualité pour pouvoir répondre à ce besoin et pouvoir rester et se positionner sur ce créneau. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2023 est le plus grand rendez-vous du monde agricole africain avec près de 300 000 visiteurs. Depuis l'ouverture du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, ce 29 septembre dernier, c'est des milliers de visiteurs venus des 4 coins de la capitale abidjanaise et du monde qui ont visité les stands au Parc des expositions à Port-Bouilly. Une occasion pour les établissements de déconnecter les élèves, collégiens et lycéens de leurs téléphones et tablettes afin qu'ils puissent apprendre les innovations du monde agricole. Déjà, nos enfants, ils sont peut-être là, mais pour les déconnecter des écrans. Mais à l'école, il n'y a pas d'écran, certes, mais ils n'ont pas de contact réel avec les produits naturels. Il y en a même qui n'ont jamais vu de cabosse de cacao, donc leur permettre de découvrir cette réalité-là, d'être en contact avec la nature, avec les produits agricoles, les animaux, pour de vrai, c'est très important pour eux. C'est très instructif d'apprendre déjà directement comme ça, en dehors des livres. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays fortement agricole. Le premier président avait dit que l'avenir de ce pays reposait sur l'agriculture. C'est de bonne guerre, c'est bon que la jeune garde commence à venir s'initier, à être en immersion dans ce salon international qui regroupe, on va dire quoi, toute la crème dans le domaine agricole. C'est bon que cette jeunesse-là vienne voir les dernières innovations technologiques dans le monde agricole afin de pouvoir susciter des vocations demain. L'agriculture étant le pilier de l'économie ivoirienne, la Côte d'Ivoire positionne le Sahara comme un espace d'apprentissage et de formation pour les jeunes élèves du primaire, du lycée et des collèges. J'ai appris comment on fait du riz, je sais comment le décortiquer, aussi du lait de bonnet rouge, voilà, on nous en a distribué. Et aussi avec du beurre de noix de cajou. Sahara 2023 est à sa 6e édition. Il se positionne comme un espace de partenariat et de grands échanges entre les entreprises et pays, mais aussi un espace de formation et d'apprentissage pour les plus jeunes. Cérémonie de lancement des travaux de la première édition du Forum des radiocommunications. Ce mardi 3 octobre 2023, à Azalaï Hotel, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, a procédé à l'ouverture de la première édition du Forum des radiocommunications initié par l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF. Cette première édition a porté sur le thème « Développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire »
enjeux et impact au cours de son allocution. M. Amadou Koulibaly, parrain de cette première édition du Forum des radiocommunications, a révélé à l'auditoire la place qu'occupent les réseaux radioélectriques dans notre pays. Les réseaux électriques sont le cœur de notre communication moderne. Ils relient les citoyens entre eux, les entreprises entre elles, les gouvernants entre eux, avec comme enjeu donc d'assurer une connectivité de haute qualité et abordable à tous les citoyens. En investissant dans ces réseaux, nous créons des opportunités pour la croissance économique, l'inclusion numérique, ainsi qu'une amélioration de l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation ou même les questions de mobilité urbaine. Cette première édition du Forum a réuni plusieurs experts locaux et internationaux, tous passionnés des radiocommunications, des technologies, de l'information et de la communication. Ce forum est le lieu idéal pour le parrain de partager la vision du gouvernement à travers son département ministériel. Cette première édition de ce forum des radiocommunications revêt une importance particulière et c'est à justice que je voudrais profiter de cette occasion ici pour partager avec vous la vision du gouvernement portée par le ministère que j'ai l'honneur de diriger et qui est d'accélérer la transformation numérique afin de faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un des leaders en Afrique en termes d'innovation au cours des années à venir. Et nous nous sommes fixés donc l'horizon 2030 pour relever ce défi. Le président du conseil d'administration de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, Brouaka Pascal, n'a pas manqué de préciser l'objectif de l'AIGF concernant la première édition de ce forum. Mesdames et messieurs, l'organisation de ce forum, qui rassemble des experts nationaux et internationaux, permettra d'une part de présenter les activités réalisées par l'agence, d'en tirer les leçons et des points d'amélioration, et d'autre part, d'explorer ensemble les possibilités de contribuer encore plus au développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, AIGF, créée par l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012, a pour mission de gérer pour le compte de l'État le spectre des fréquences radioélectriques et en assurer une meilleure utilisation. L'agence s'emploie, en collaboration avec la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, de renforcer le dispositif existant et permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer sa responsabilité vis-à-vis de la zone économique. Pour rappel, le Forum des radiocommunications a ouvert ses portes ce mardi 3 octobre et se poursuit jusqu'au jeudi 5 octobre 2023. Lors de la première journée du Forum des radiocommunications qui a réuni hier mardi plusieurs experts locaux et internationaux du secteur à Azalaï Hotel, les organisateurs se sont dit satisfaits de la concrétisation de leur événement. Je pense que je suis content d'avoir tous ces intervenants. Nous avons plusieurs pays qui sont représentés. Nous avons le Ghana à travers le DG de Rascom, nous avons le Sénégal avec le responsable de GSM, nous avons l'ANFR, le Gilles Brigand, le DG de l'ANFR qui est présent. Donc à travers tous ces experts internationaux et nationaux, on ne peut être content. Et surtout pour une première édition, je suis satisfait de voir ce nombre important de personnes qui sont là. À cet événement, M. Gilles Brigand, directeur général de l'Agence nationale des fréquences ANFR, a présenté la stratégie idéale pour le déploiement de la technologie 5G. Alors, pour pouvoir déployer la 5G, en réalité, ce qu'il faut d'abord, c'est enlever les services qui sont installés dans les fréquences qu'on va utiliser pour la 5G. C'est un peu comme une expropriation, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire place nette pour mettre un nouveau bâtiment, et ce nouveau bâtiment, c'est la 5G. En France, nous sommes inscrits dans l'Union européenne, et l'Union européenne a pris une priorité qui était la mise en place de la 5G très vite après la conférence mondiale des radiocommunications qui a eu lieu en Égypte en 2019. Et ça a aidé tous les pays de l'Union européenne finalement à se synchroniser pour libérer les fréquences de la 5G et après les mettre aux enchères pour les opérateurs mobiles. Donc cette organisation elle est un peu particulière à la
l'organisation de l'Union européenne, en fait, puisque l'Union européenne a la force de provoquer, finalement, de prendre des décisions qui sont impératives pour les différents pays. Donc ça nous a accéléré la libération des bandes 5G et c'est comme cela qu'on a pu déployer la 5G à partir de 2020 dans la plupart des pays européens. Gabriel Kofi, directeur de la planification du spectre et des affaires internationales à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, a énuméré les défis liés à la gestion des fréquences actuellement en vigueur de notre pays. Et pour ce qui concerne les défis liés à la gestion des fréquences actuelles, il y en a plusieurs. Nous avons cité 3 défis principaux. Donc le premier défi, c'est l'accès aux bandes de fréquences. Donc il y a le fait que tous les services veulent les mêmes bandes de fréquences à cause des données de propagation de ces fréquences-là. Et du coup, il est nécessaire de faire des études de partage et de compatibilité. Ce sont des thèmes techniques, je comprends, mais pour assurer une utilisation entre plusieurs services. Le second défi concerne l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques. Avec l'avènement de toutes ces technologies radio, les populations baignent dans un environnement électromagnétique qu'il est nécessaire de contrôler, de savoir le niveau d'exposition. Et donc l'AIGF, donc l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, fait des campagnes de mesures pour que les mesures d'exposition soient respectées. Et le troisième défi, c'est le contrôle. Donc avec ces technologies qui sont de plus en plus innovantes, de plus en plus spécifiques, il faut des équipements de pointe pour pouvoir les mesurer. Et ces équipements coûtent énormément. Donc il faut des investissements de taille pour pouvoir assurer les mesures, la gestion des interférences et le contrôle de ces bandes de fréquences. Cette première édition du Forum Radio-Communication, organisée par l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, a pour thème « Développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeux et impact ». Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la Présidence de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du Président de la République. M. Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la Grande Chancellerie de l'Ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé Grand Chancelier de l'Ordre national. Par ailleurs, Madame Henriette Dagri Diabaté est nommée Grande Chancelière honoraire de l'Ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le Président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la Grande Chancellerie de l'Ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Fait à Abidjan le mercredi 4 octobre 2023. C'est à Cocody, cité Cyr, que l'auteur ivoirien Fred Urbain Brango a réuni les amoureux de la lecture, sa famille et les journalistes ce samedi 30 septembre pour la sortie officielle et la dédicace de son tout premier ouvrage intitulé « Voyage édité dans la mémoire douloureuse ». L'ouvrage de 143 pages relate l'histoire d'une jeune fille qui, après toutes les péripéties de la vie, arrive à affronter avec courage les situations difficiles de la vie. Cette œuvre est une leçon, une école de vie. Et dans la vie, il ne faut jamais abdiquer, il ne faut jamais abandonner. Et c'est cet enseignement-là qui dit, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui arrive,
il faut toujours avoir un objectif. Et c'est cet objectif-là qu'à travers l'œuvre, chacun doit tirer comme enseignement. À travers de cet ouvrage, l'auteur invite la jeunesse ivoirienne à emprunter le bon chemin, même dans la tourmente. L'auteur a également souligné l'usage de son style d'écriture qui montre un jeu de connexion et de déconnexion entre réalité et fiction. Les aider, et donc c'est l'aide qui continue, voilà, l'aide continue pour donner des conseils aux jeunes. Les difficultés peuvent se présenter, mais il faut pouvoir lutter, être persévérant, être résilient. Et après les jeunes et les enfants, mais il y a les adultes, parce que les adultes doivent aussi pouvoir tirer des leçons, n'est-ce pas, du parcours de Niki. Fred Urbain Brango est un enseignant ivoirien à la retraite. Il est à son premier ouvrage et se projette à l'écriture de d'autres œuvres. Depuis lundi, un important convoi de l'armée malienne a pris la direction du nord pour rejoindre la région du Kidal, située à plus de 24 heures de route de la capitale. Sa principale cible serait les localités de Tessali et Aguelok, au nord de Kidal, dans le but de prendre le contrôle des camps de la mission de l'ONU MINUSMA. La MINUSMA doit se retirer du pays sur ordre de la junte au pouvoir. Cette opération risquée pourrait marquer un tournant décisif après une décennie de conflit. Dans ce conflit acharné pour le contrôle du territoire, les séparatistes revendiquent la souveraineté sur les zones précédemment sous contrôle de l'ONU. Entre 2012 et 2014, l'armée malienne a subi des défaites humiliantes face aux séparatistes et le contrôle de Kidal reste une question épineuse pour les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2020. Lorsque les indépendantistes et les salafistes se sont soulevés dans le nord en 2012, suivis rapidement par les djihadistes, l'armée malienne ne comptait qu'environ 12 000 hommes, selon un rapport parlementaire français de 2013. Après une décennie d'assistance militaire française, européenne et russe, les effectifs sont passés à environ 40 000 hommes. Il est également rapporté que la société paramilitaire privée russe Wagner aurait déployé plusieurs centaines d'hommes au Mali, ce qui a incité la junte au pouvoir à relancer les hostilités contre les rebelles. Cependant, les forces maliennes sont confrontées à un manque de ressources stratégiques, ce qui conduit à des opérations limitées. Bamako dispose de moyens aériens fournis par la Russie, mais leur disponibilité et leur efficacité au combat restent incertaines. Selon des médias internationaux, des attaques terroristes ont eu lieu au Niger ces derniers jours, dont 2 embuscades contre les troupes nigériennes. Ce lundi 2 octobre, dans les régions septentrionales de Tillabéri et Taoua, frontalières du Mali, les chiffres provisoires publiés le lundi dernier par les autorités de Niamey font état de 29 morts. Mais les forces de sécurité nigériennes et les sources ont depuis fait état d'un bilan plus élevé, sans décès. 60 militaires sont portés disparus. Les soldats, tous membres des forces spéciales, sont tombés le lundi dans une embuscade tendue par les militants de l'État islamique du Grand Sahara, EIGS, une organisation terroriste qui parcourt la région ouest du Mali, de Tilia et de Ménaka. En 2019, les positions militaires de Chinagoda et de Inates avaient décimé par les terroristes de l'EIGS qui avaient fait plus de 130 morts en un mois. Pour rappel, dans cette même zone de Tilia, la junte nigérienne avait positionné des soldats burkinabés venus prêter main forte à leurs frères d'armes. Aucune source proche de la junte nigérienne ne confirme pour l'heure si les soldats burkinabés font partie des victimes de ces embuscades. Lors des phases de poule de la Ligue de l'UEFA Champions League, hier mardi dans le groupe A, le Bayern Munich s'est imposé 2-1 face à Copenhague. Manchester United a perdu 2-3 face à Galatasaray. Le Real Madrid s'est imposé 3-2 face à Naples. À l'affiche mercredi dans le groupe F, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé sera opposé à Newcastle. L'équipe de Dortmund affronte l'AC Milan. Dans le groupe G, le tenant en titre Manchester City affrontera Leipzig. Puis Barcelone-Porto dans le groupe H.